Depuis 6 générations, sa famille baigne dans les douceurs sucrées. À 43 ans, il est le CEO de Mello, une entreprise spécialisée dans la production de desserts. Il affiche 100 millions de chiffres d'affaires au compteur et veille sur 250 collaborateurs. Bonjour Sébastien Drion. Bonjour Frédéric. On peut dire que le dessert est dans votre ADN. Vous nous replantez brièvement le décor de vos ancêtres ? Oui, mais comme vous l'avez dit, je suis la 6e génération à travailler dans l'alimentaire sucré. En fait, je descends de la famille Parrain, de la biscuiterie Parrain, qui a été créée en 1892 et qui est à l'origine de biscuits en fait très connus comme le Saint-Wafers, le Chacha ou le Petit Beurre. Oh, félicitations. Et aujourd'hui, alors, vous êtes à la tête de Mello, une entreprise qui a été fondée avec le rapprochement de 2 entreprises très différentes, ou pas ? Oui, donc effectivement, la biscuiterie Parrain a été revendue dans les années 60 à Lu et puis à Mondelez. Et puis, effectivement, aujourd'hui, nous, Mello, en fait, elle naît de la fusion de 2 entreprises familiales belges, que sont Dessert Factory et Verbo. Cette fusion s'est créée en fait en 2022. Alors, pour la petite histoire, Dessert Factory a été créé par mon papa en 2007. Et là, on est vraiment spécialisé dans le dessert cuit chez Dessert Factory et dessert cru chez Verbo. Des desserts qu'on trouvait où avant Mello et qu'on trouve maintenant où que Mello existe? Alors, nos desserts se trouvent un petit peu en Belgique, c'est un petit marché pour nous, et puis on est très fort à l'international. Ça se trouve majoritairement dans les grands supermarchés, puisque c'est vraiment notre plus grand canal de vente. Et on va vendre ça, en fait, on parle de dessert premium, enfin de dessert frais premium, donc c'est-à-dire que dans le rayon crèmerie, dans votre supermarché, vous avez les yogourts nature, les yogourts aux fruits, puis après les premières mousses, on va dire, de gamme normale, et puis après les desserts premium. Mais c'est vraiment dans cette catégorie-là que nous, on va jouer, quoi. Des cheesecakes aussi, c'est ça? Oui, donc on ce fait genre de produits. des cheesecakes, on fait des mousses, on fait des moelleux, on fait des multicouches, voilà, et on travaille pour la marque des distributeurs ou alors d'autres, on va dire, co-branders, donc on aura l'occasion de parler encore plus tard, je pense. Effectivement. Mais c'est vrai qu'a priori, le consommateur qui ne vous connaît pas, vous connaît sans vous connaître parce il achète ses desserts sous une marque distributeur. Voilà, donc ça arrive souvent que je rencontre des nouvelles personnes qui me disent « mais tiens, tes desserts, je les connais pas, comment tu fais ?» Où est-ce que je peux les trouver? Et souvent, en fait, il les a déjà consommés avant, mais sans connaître, sans savoir que c'était Mello qui le produisait, en fait. Oui. Je reviens justement quelques années en arrière, pas si lointaines. Ce rapprochement des 2 entreprises, c'était indispensable, donc entre Dessert Factory, fondé par votre père, vous l'avez dit, et Verbo. C'est un rapprochement stratégique inéluctable? En fait, je dirais pas ça, c'est venu un peu par hasard. Moi, j'avais jamais pensé à la croissance externe. C'est pas quelque chose qui, moi, me nourrissait, enfin, en tout cas, m'intéressait. On était bien avec Dessert Factory. Et en fait, on a appris, on connaissait bien Verbo parce que on avait 2-3 relations en commun. Et en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Verbo avait très fort grandi. Il cherchait aussi un petit peu à trouver un autre partenaire. Et en fait, on se complétait très, très bien puisque eux étaient vraiment actifs dans le dessert cru, nous dans le dessert cuit. On n'avait pas assez de capacité de production, eux en avaient trop. Et donc, en fait, on a vu toute l'opportunité que ça pouvait créer de se rapprocher ensemble et surtout de faire un acteur, on va dire un acteur majeur dans notre catégorie que sont les desserts frais, en fait. Oui. Ok. Je reviens un peu aussi à votre parcours. Vous avez rejoint l'entreprise familiale Dessert Factory en 2011. Mais avant cela, quel était votre parcours d'études et vos premiers pas professionnels? Et pourquoi le choix d'avoir rejoint l'entreprise familiale finalement? Alors moi, mes études, j'ai fait ingénieur de gestion à Louvain-la-Neuve et ce qui était assez marrant, c'est que j'ai fait ce que j'ai dit que je ferais jamais. J'avais dit, en tout cas à la sortie de mes études, je ferais jamais d'audit. J'ai commencé par l'audit financier, puis jamais dans le retail. Je me suis retrouvé à 4 ans chez Delhaize en finance et je m'étais dit, durant mes études, en tout cas, je serai jamais entrepreneur et surtout jamais je ne bosserai avec mon père. Et puis je passe effectivement en 2011 en tant qu'entrepreneur et rejoindre mon père chez Dessert Factory qui à ce moment-là avait besoin de quelqu'un, quoi. Pourquoi? Je pense que j'avais fait 4 ans chez Delhaize, que j'avais énormément appris à ce moment-là et j'étais vraiment curieux de voir cette vie d'entrepreneur. Je pense que j'avais envie de goûter à quelque chose d'autre que les grosses boîtes. Et je pense que finalement, c'est pas pour rien que notre famille a toujours été des entrepreneurs. Je pense qu'il y a certaines gènes qui sont là, qui m'ont poussé vers là aussi. Et donc je pense que j'ai vraiment
pu m'épanouir dans ce métier-là à ce moment-là, oui. Sans regret aujourd'hui? Sans aucun regret aujourd'hui, oui, tout à fait. Alors, quand vous rejoignez Dessert Factory, on est en 2011, il y a 14 ans, le chiffre d'affaires est de 3 millions d'euros. 14 ans plus tard, avec ce rapprochement aussi, Mello affiche 100 millions de chiffre d'affaires. Comment vous expliquez cette croissance qui est assez fulgurante quand même? Oui, c'était une très grosse croissance et c'est vrai que ça implique beaucoup de changements dans notre métier, dans le métier de mes collaborateurs. Comment est-ce que j'explique je ne veux pas dire que c'est du hasard, on a connu des croissances par opportunité en fait. On ne s'est jamais, il y a 11 ans, il y a 15 ans, je ne me suis jamais imaginé que je serais à 100 millions d'euros 15 ans plus tard, jamais. On visait au départ 10 et si on a 10, c'est extraordinaire. Donc, et en fait, il y a des opportunités qui sont venues avec certains clients, puis avec certains autres partenaires. Et on a fait une croissance chez Dessert Factory de 3 à 30, un peu plus que 30 en 10 ans. Et puis effectivement, le rapprochement a fait qu'on a très fort grandi. Et puis encore, avec Mello, encore grandi aujourd'hui de 10-20% depuis 2 ans. Et donc, ça fait qu'on obtient aujourd'hui un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Ça ne fait pas tourner la tête? Ça ne fait pas tourner la tête. En tout cas, c'est chargé dans la tête de toujours. En fait, c'est clair que voilà, petite entreprise, petit problème, grande entreprise, plus grand problème. Donc ça c'est sûr. Ce sont des autres challenges, mais qui sont voilà, tout aussi épanouissants, quoi. Alors, vous l'avez dit, on trouve surtout vos produits dans la grande distribution, mais pas que. On les trouve où aussi Alors, on fait un tout petit peu, nous, de ce qu'on appelle la restauration au foyer, donc des restaurants, des grossistes, mais on va dire vraiment 95% de notre chiffre d'affaires est dans la grande distribution globale, mondiale, quoi. Alors, vous le disiez, 95% dans la distribution, mais aussi à l'export. 95% de votre production ici en Belgique part à l'exportation. Un de vos gros marchés, ce sont les États-Unis. C'est pas trop dur avec Donald Trump? Oui, on vit une année compliquée, je dois l'admettre. Donc les États-Unis, c'est notre plus gros marché, ça représente 25% de notre chiffre d'affaires. Et effectivement, ça a été une année très aléatoire, très... on va dire, on a connu des hauts et des bas. Il y a cet effet d'annonce avec les droits de douane, mais c'était d'abord 20%, puis 10%, puis on ne savait pas très bien à quelle sauce on allait être mangé. D'un autre côté, on a aussi le dollar qui se déprécie versus l'euro. Donc ici, maintenant, 10 mois après, enfin presque 1 an après la mission de Trump, on a un coût de plus de 30%. En fait, c'est 15% de taux de change et 15% de droits de douane qui s'ajoutent à ce marché-là. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est 30% qu'on ne peut pas non plus entièrement répliquer chez nos clients américains parce qu'à ce moment-là, eux n'accepteraient plus nos prix ou en tout cas, on ne vendrait plus nos produits. Et donc, effectivement, ça demande beaucoup d'intelligence, de créativité pour trouver encore d'autres produits, d'autres manières de pouvoir proposer ces produits afin de garder le même volume, en tout cas. Vous avez déjà dit que vous iriez produire localement pour justement éviter ces droits de douane. Est-ce que ça fait partie de votre réflexion de CEO, parfois, de dire ça, de délocaliser aux États-Unis? Oui, je pense que c'est notre responsabilité aussi en tant que CEO d'imaginer toutes les possibilités. Donc, c'est ma responsabilité d'y penser. Moi et mon équipe dirigeante, le conseil d'administration aussi. C'est quelque chose qu'on a envisagé plusieurs fois cette année-ci. Bon, on sort d'une grosse fusion d'entreprises, donc en termes de trésorerie financière, on est un peu limite. Donc, aller investir aux États-Unis, pour l'instant, c'est pas possible. Et puis, on a 3 sites de production qui sont pas encore tout à fait complets. Et donc, en fait, aller produire là-bas ferait sens pour là-bas, mais en fait, nous désavantagerait ici en Europe. Et donc, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on a mis de côté pour les prochaines années. Alors, vous visez aujourd'hui le top mondial du marché des desserts. Est-ce que c'est réaliste et à quel horizon vous visez ça? Alors, c'est réaliste si on regarde effectivement comment est-ce qu'on se catégorise dans la gamme des desserts. Donc nous, on va vraiment viser la gamme des desserts frais en crèmerie. Et là-dedans, il y a toutes sortes de desserts. On va dire cheap, et puis enfin main range, et puis après premium. Nous, on est plutôt actifs dans le premium. Et dans cette catégorie-là, qui est une catégorie de niche, on est vraiment dans le top 3 mondial. Et donc je pense que franchement, être premier dans les 4-5 ans, c'est réaliste, quoi. Et en même temps, c'est pas quelque chose que... si on arrive, tant mieux. Si on n'arrive pas, c'est pas non plus un but en soi. On a d'autres aussi objectifs dans l'entreprise. Oui, parce que dans votre rôle d'entrepreneur, je sais que vous ne visez pas que la performance chiffrée. La réussite, c'est aussi le bonheur de vos collaborateurs. Vous le rappelez régulièrement. Vous vous y prenez comment pour rendre les gens heureux?
Ouais, c'est un vaste programme. En fait, c'est clair que pour moi, ce que moi je me suis rendu compte depuis plusieurs années, c'est que ce qui moi me nourrissait le plus en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est pas tellement les chiffres ou la rentabilité, c'est quelque chose d'excitant, de grisant. Par contre, mes plus beaux cadeaux, c'est des moments d'échange avec mes collaborateurs, que je puisse voir aussi les voir évoluer. Et donc pour moi, je me suis vraiment mis comme mission que l'entreprise puisse être un vecteur d'épanouissement de chacun de mes collaborateurs. C'est vraiment important. Comment est-ce qu'on y veille? Je pense qu'il y a une intention. C'est une intention de ma part. Je pense qu'en termes de leader, d'être plutôt un leader qu'un manager, de passer du contrôle à la confiance. On a plein de petits rituels qu'on met en place au début de réunion, à la fin de réunion. Il y a aussi une question d'exemplarité qui est là. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à nourrir tout le monde, en fait, quoi. Mm-hmm. On a testé plein de choses, on a fait plein d'erreurs. Et donc, voilà, je pense que c'est aussi ça, une entreprise. C'est une aventure humaine avant tout, quoi. Alors Sébastien Drillon, je vous suis sur LinkedIn. Vous postez des statuts assez singuliers, parfois touchants, comme celui justement sur le leadership, où vous parlez de votre père. Un mot sur cette transition que vous avez vécue au sein de l'entreprise ? Oui, travailler avec son père, c'est toujours quelque chose, ça c'est clair. On n'avait pas du tout les mêmes visions, mon papa et moi, et pourtant on a quand même fait grandir l'entreprise, on s'est bien entendu pendant tout un moment donné. Et puis c'est clair qu'il y a un certain moment donné où ma vie, en fait, moi j'ai besoin de m'épanouir, de pouvoir prendre mes ailes en fait. Et pour cela, j'avais besoin qu'il parte. Et lui n'avait pas toujours envie de partir, ouais. Et donc on a eu des chouettes discussions, pas toujours faciles, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui était nécessaire pour moi, pour l'entreprise et pour lui aussi, quoi. Et donc c'est au jour d'aujourd'hui, même si on a passé par des moments compliqués, en fait ça m'a rapproché de mon papa. À un moment, sur le plan strictement professionnel, j'entends bien, il faut tuer le père quand on est entrepreneur dans une structure familiale. Oui, je pense que c'est vraiment une transition, une transmission qui s'accompagne. Alors nous, on l'a fait un petit peu, on a un peu bricolé. On ne s'est pas fait beaucoup accompagner, on a un peu bricolé. Mais je pense effectivement, et je pense que c'est bon pour l'entreprise aussi, mais il faut le faire avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de, on va dire, de soins. Mais je pense qu'à un moment donné, une transition est vraiment importante, quoi. Alors sur le LinkedIn, je vois aussi que vous vous ressourcez souvent au contact de la nature. Mm-hmm. C'est pas une question anodine. C'est primordial pour un CEO de déconnecter et de se reconnecter aux valeurs essentielles. Alors oui, et là c'est un peu ma vision aussi, hein. Je pense que moi je vois vraiment l'entreprise comme un organisme vivant. En plus on travaille avec de la matière première, nous, et donc je pense que c'est important de notre métier d'entrepreneur, de dirigeant, d'encore pouvoir se connecter au vivant. On vit sur cette terre, donc on a aussi une envie d'avoir un impact sociétal aussi avec l'entreprise. On pense aussi que ce sont nos tailles d'entreprise qui sont familiales, quand même assez grandes, qui peuvent avoir un énorme impact sur le changement dont le monde a besoin aujourd'hui. Et donc, moi, ça me permet vraiment de faire le lien entre en fait, cette nature qui, moi, me ressource, qui est souvent... je peux avoir un petit sentiment de culpabilité quand je pars marcher en forêt à 10h du matin. Et en même temps, c'est peut-être mon heure la plus productive parce que c'est là que vont venir les meilleures idées de la semaine, quoi. OK. On arrive tout doucement à la fin de cette interview. Vous dites aussi, être CEO, c'est devoir jongler entre le nous et le je et savoir s'imposer. C'est facile au quotidien? Pour moi, c'est pas facile. C'est pas facile parce que moi, j'ai toujours un besoin d'harmonie. Je veux que les choses se passent bien. Et parfois, mon rôle de CEO, c'est pas ça. Mon rôle de CEO, c'est servir l'entreprise. C'est pas servir mon confort, mon harmonie. Et donc, c'est clair qu'un juste équilibre est vraiment important. Moi, au départ, j'ai peut-être un peu trop ouvert, un peu trop aboli. Trop de hiérarchie, trop de barrières, et qu'au fur et à mesure, je suis en train de remettre un équilibre entre cette verticalité, le je, et cette horizontalité, le nous, pour avoir vraiment un bon équilibre dans l'entreprise. C'est jamais facile de trouver la juste frontière, mais c'est trouver comment est-ce que moi je peux servir au mieux l'entreprise, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Drillon, d'être venu nous raconter votre parcours et cette jolie entreprise. Mello, c'est dans la boîte.